Bien le bonsoir, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur nos antennes en direct de notre studio central pour ce nouveau numéro de l'Afrique à l'urne consacré aux activités et aux actualités présidentielles sur le continent africain. Ce soir, deux thématiques nous intéressent. On parle d'élections présidentielles dans les pays dits d'Afrique francophone. On débutera avec la Côte d'Ivoire qui, elle aussi, est engagée dans un processus électoral en cette année 2025. On parlera bien évidemment de toutes les actualités qui entourent cette élection présidentielle, de l'exclusion de certains candidats jusqu'aux manifestations de la population ivoirienne déterminée à dire non à ce nouveau mandat que veut s'arroger le président Alassane Dramane Ouattara. On parlera de cette actualité avec vous, fidèles téléspectateurs, et nos invités dans ce nouveau numéro de l'Afrique à l'urne. Par la suite, on reviendra au Cameroun pour parler une fois encore de l'élection présidentielle. On essaiera avec nos invités ici en plateau et de l'autre côté sur Zoom de définir et de déterminer quelles sont les chances dont dispose l'opposition camerounaise pour l'élection d'octobre prochain. Ces deux thématiques sont choisies pour débattre avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans ce nouveau numéro d'Afrique à l'urne. Pour faire le débat avec moi ce soir, nous sommes sur ce plateau central de la télévision panafricaine avec vous, Maître Janvier Momo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Wafo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux techniciens, bonsoir aux compagnons que vous avez le pouvoir indétrônable de présenter. Je présente d'abord toutes mes excuses au peuple panafricain. Il y a longtemps, ils ne nous ont pas vus, mais il faut qu'ils le sachent. Afrique Média a fait une traversée de désert, juste parce que l'impérialisme est passé par là. Mais la force de l'Afrique a été supérieure à toute autre force obscure. Donc, c'est un grand plaisir de repartir avec les émissions d'Afrique Média. Afrique Média que vous connaissez. La ligne éditoriale de votre média n'a pas changé, elle demeure la même, c'est-à-dire l'Afrique faite par les Africains, pour les Africains et dans l'intérêt des Africains. C'est la raison pour laquelle votre sujet d'aujourd'hui va en droite ligne avec cette ligne éditoriale, c'est-à-dire que l'Afrique à l'urne, c'est-à-dire nous parlons de ce qui nous concerne. Chers téléspectateurs panafricains, chères familles, la grande famille, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je salue les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Merci à vous, Maître Janvier Momo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Également avec nous ce soir sur le plateau central, Padia Sanga, l'homme des archives, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Junior Wafo. Vous avez pris de la hauteur. L'Afrique en miniature, c'est le Cameroun. Mais nous avons notre belle-sœur, bien beau-frère, qui est la Côte d'Ivoire. Et dans la mouvance panafricaine, il faut vous rappeler que le chairman du SDF, le chairman numéro 2, qu'on appelle en anglais chairman de seconde, en avril de cette année, était au congrès de Laurent Gbagbo, dans la mouvance panafricaine. Et ça se entre dans nos activités d'activistes politiques qui archivent, qu'on appelle Abakwa Boys Archive. Et je suis ravi que vous avez planté un nouveau décor, vous avez pris le poids de la bec comme média, et les Africains vont nous entendre et on va les orienter là où ça doit y aller, parce que c'est la saison de la rupture avec le jacobinisme dans tous les pays francophiles, francophones qui existent encore en Afrique et qui sont les pays les plus pauvres. Donc, quand vous m'invitez dans vos médias, moi je suis très content et on va les dire la vérité. Ceux qui partent plaider allégeance, ceux qui pensent que s'il faut changement, il faut à tout prix aller s'adouber par la France. Nous disons non et nous tenons debout. Merci. Merci à vous également, Padia Sanga, pour cette illustre entrée. Je vais le dire comme ça. On va retrouver de l'autre côté notre ami Okosisi Baba Nicolo, combattant de la première heure. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Par Afrique Média, notre média. Bien au revoir l'émission aujourd'hui Afrique Allure, que je viens de voir, qui est très novateur. Je salue mes prédécesseurs qui ont pris la parole amplement avec le professeur Junior Momo et naturellement le doyen Doy Asanga. Je vais aussi faire un clin d'œil à mon collègue compagniste
ivoirien qui est sur le plateau, vous allez présenter tout à l'heure, pour dire bien le bonjour à votre auditoire, à l'Afrique plurielle et à l'équipe. Et aussi un coucou et un big up à Oufao. Alors, mesdames et messieurs, merci à Afrique Média de nous faire confiance et de nous associer au combat du panafricanisme afin que nous soyons libres et moins ignorants qu'hier. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous également, mon cher frère et ami Oko Sisi Baba Nicolo. On espère que le frère Souleymane Kone Bagbo va nous rejoindre très rapidement. Il est sur le plateau. Ah, on me signale que le frère Kone Bagbo est déjà sur le plateau avec nous. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Bonsoir, cher ami Junior Wafo. Je salue mes prédécesseurs qui sont là-bas sur le plateau. Je salue le camarade et frère Okossi Banikolo. Je salue vos auditeurs et vos téléspectateurs d'Afrique Média. Salue l'équipe technique, bien sûr, qui nous permet de pouvoir prendre part à cette émission depuis nos positions respectives. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir Afrique Média. Merci, cher Oko Sisi Baba Nicolo. Les présentations étant donc terminées, étant données qu'on vous a et que c'est par vous qu'on a terminé, on va donc débuter sans plus tarder avec vous cette émission Oko Sisi Baba Nicolo pour parler bien évidemment de la présidentielle ivoirienne. La thématique qui nous intéresse ce soir est une sorte de bilan, une sorte de vue d'ensemble de cette élection présidentielle à venir du côté de la Côte d'Ivoire, entre espoir, alternance et spectre du passé. Quelle vision vous vous faites du prochain mandat, en quelque sorte, que veut s'arroger le président Alassane Dramane Ouattara? On le sait, on l'a vu sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, la population ivoirienne, le peuple ivoirien dans sa grande majorité, qui a commencé à dire non pour ce quatrième mandat voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. Oko Sisi Baba Nicolo, en ce qui vous concerne concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Comment vous projetez dans cette élection présidentielle à venir? Alors, merci camarade Junior Wafo. Eh bien, moi, je vais commencer d'abord par le spectre du passé. Alors, à ces élections-là, nous avons la nostalgie, la mauvaise nostalgie de rappeler qu'en 2011, l'élection qui s'est passée, dont le président Laurent Gbagbo a été vainqueur, mais malheureusement bombardé par une coalition de ONUCI, de forces du Code, de forces extérieures à la Côte d'Ivoire et de la France, a présenté, bien avant le 2011, une discussion à Marcoussis et à Clubert où, d'un camp, il y avait le président Laurent Gbagbo esselé, et de l'autre camp, il y avait le G7, c'est-à-dire les forces nouvelles à leur sein, le MPCI, le MPGO, le MJP, et à côté le PDCRDA, le MFA, le RDR et l'UDPCI, si je ne m'abuse, et d'autres structures de la société civile qui sont allées les accompagner. Alors, comment ça s'est terminé? Le président Laurent Gbagbo a été la main attachée, obligé, contraint par la communauté internationale, l'ONU, et qui parle de l'ONU dans les pays francophones, dit nécessairement la France, de discuter. Ils n'ont pas respecté la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas respecté les lois de notre constitution, ils ont imposé au président Laurent Gbagbo pour régler la guerre qui est partie à partir de 2000, de discuter avec les rebelles et les partis opposés à la gestion de l'État. Donc, de cette crise, nous nous sommes retrouvés en 2011, où naturellement, M. Alassane Dramane Ouattara, qui était celui qui a motivé toute cette haine, toute cette violence, tout ce terrorisme, qui finançait, poussé, parrainé par l'Occident, la communauté internationale, pour ne pas dire la France, a fini par avoir son nom sur la liste électorale parce que le président Laurent Gbagbo a bien voulu utiliser la voie de la démocratie, a bien fallu faire des sacrifices pour mettre son pays en avant, pour ne pas qu'elle sombre. Et nous avons eu une discussion de longue date jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo mette le nom d'Alassane Ouattara qui a terminé l'élection de 2011. Donc c'est pour ça que je dis, je commence par le spectre du passé. Aujourd'hui, même si ce n'est pas la même configuration armée, c'est la même ambiance. Une ambiance où, à côté, Alassane Dramane Ouattara, cette fois-ci, esselé comme par la voie du karma, et de l'autre côté, une opposition entre guillemets qui se retrouve avec le président Laurent Gbagbo dans les loges, M. Xero Kibafori Guillaume dans les loges,
le président du PDC-RDA, qui hier était avec Alassane Ouattara à Marcoussis, Soro Guillaume, qui hier était avec les Forces nouvelles à Marcoussis, et le MFA, qui était avec Alassane Ouattara à Marcoussis, surtout du côté de l'opposition avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec le MGC, le GPS et tous les autres d'un côté. Mais contrairement à la grandeur d'esprit de Laurent Gbagbo, contrairement à son altruisme politique qui a fait qu'il est allé au-delà de son niveau, au-delà de sa propre personne, au-delà de son parti politique pour le bien de la Côte d'Ivoire, et a permis que tout le monde s'asseye et qu'ensemble on trouve une voie de sortie qui a amené l'élection de 2011. Alassane Ouattara est resté muet, reste muet comme une cape devant cette situation. Donc, quand on veut analyser pour nous projeter, il ne faut pas omettre ces spectres du passé, comme vous l'avez bien précisé, et il est bien à sa place. Donc, à partir du spectre, maintenant, revenons à l'alternance. Aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit son parti, n'avait pas subi cette injustice, n'avait pas été insulté, n'avait pas vu son nom traîner dans la boue, il serait revenu de la grande victoire qu'il a gagnée sur l'Occident et il se serait tranquillement géré son parti politique avec ses camarades, il allait passer la main. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, au sein de son parti politique, a été présenté comme étant un camarade qu'il ne faut pas abandonner, puisque ça fait partie des maximes et ça fait partie de l'éthique de la gauche et du Parti socialiste. Quand un camarade est en crise, on ne l'abandonne pas. Donc, le cas du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui candidat du PDC-RDA et autant pour moi du PPACI, n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour soutenir un camarade et un moyen pour lutter contre l'injustice, parce que l'injustice est de dire que le président Laurent Gbagbo aurait braqué une banque et pour ça il peut pas être candidat. L'injustice est qu'après des années hors de la Côte d'Ivoire, on puisse l'exclure, lui voler ses droits civiques et politiques. L'injustice, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs-là, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest acceptent que Alassane Ouattara vienne encore l'oxy politiquement pour l'écarter du jeu parce qu'il est dangereux. Donc, cette transition-là aurait pu se faire tranquillement si le monsieur en face était un démocrate comme Laurent Gbagbo hier. Cette transition aurait pu se faire aisément et la jeunesse aurait pu même prendre la main de façon intelligente, plausible pour ne pas qu'il y ait une crise. Malheureusement, on voit un Alassane Ouattara qui veut utiliser les artifices de l'État, qui utilise la justice, l'Assemblée nationale, toutes les arcanes dont il a besoin, comme il le dit. Lorsqu'on est au pouvoir, on peut manipuler la population. Alassane Ouattara se sert des médias d'État. Aujourd'hui, la RTI qui est corporalisée par lui, toutes les chaînes que vous connaissez, les chaînes de l'Occident, contre une opposition qui est aujourd'hui, tant bien que mal, souverainiste, démocratique, patriotique et qui fait tout pour éviter le sang. Alors, quand je finis ce côté de l'alternance qui est pointé de façon pessimiste, qui est mené par Alassane Ouattara, qui nous amène droit dans la guerre, on va maintenant parler de l'espoir. Est-ce que j'ai espoir que les élections vont se passer en Côte d'Ivoire? Non. En Côte d'Ivoire, il a été dit, il est clair. Depuis 2 ans, l'opposition, dans sa grande majorité, sans exception, demande un dialogue avec le pouvoir en place. Comme ça a été le cas du président Gbagbo hier, comme je le disais dans le cas du spectre du passé, qui a pris sur lui la grandeur d'homme d'inviter Thabo Mbeki, d'inviter Dramane Ouattara lui-même, d'inviter le président Alikoran Bédié de se trouver à Pretoria afin qu'il puisse trouver une méthode politique à ne pas que la Côte d'Ivoire reste dans la crise. La Côte d'Ivoire était divisée, une partie appartenait aux terroristes qu'ils ont appelés rebelles, profitant à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aujourd'hui refuse toute discussion. Donc, est-ce qu'il y a espoir que la Côte d'Ivoire puisse avancer sereinement comme les autres pays? Aujourd'hui, le Cameroun est prêt à une élection et nous prions Dieu que tout se passe bien. En Côte d'Ivoire, nous sommes totalement dans une lecture pessimiste. Pessimiste parce que Ouattara, qui constitutionnellement n'a pas le droit de faire un 4e mandat, a dit qu'il va faire un 4e mandat. Il a sauvé tout le peuple lors de l'indépendance, alors qu'on pensait qu'en tant que père, il aurait pu avoir le nucléo pour le faire. Dès l'instant qu'il dit les candidats, le président Laurent Gbagbo, avec un meeting du Front commun, envoie un message qui est clair pour leur dire que Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Au-delà de ça, il fait une raillerie pour dire, mais voilà quelqu'un à qui son parti demande d'être candidat, il dit qu'il va réfléchir. Il se retrouve en France, il prend notre avion avec l'argent du contribuable, il va en France, et dès qu'il sort de l'Élysée, il dit les candidats. Et il envoie un message haut, fort et clair aussi à cette communauté internationale dont la France est le porte-voix, pour leur dire que si c'est pour ça, vous m'avez bombardé, mais sachez que cette fois-ci, je suis prêt, venez. Et il mandate les Ivoiriens, il leur donne un mot d'ordre pour leur dire. Et étant donné que Ouattara a commencé déjà son 3e mandat, nous allons le laisser finir. Nous allons le laisser finir, veut dire quoi? Que ce mandat-là a une date d'expiration. À part de cette date d'expiration, il faudra lui dire qu'il n'aura pas de 4e mandat, qui le blague. En gros, le président Gbagbo nous dit aujourd'hui que
que le jeu démocratique, il n'est pas encore trop tard pour bien faire, n'est pas lisible, n'est pas clair, tant qu'on va exclure, lui, le président Gbagbo, candidat du PPACI, on va exclure Solo Kibakori Guillaume, en exil, candidat du GPS, on va exclure Tidiane Thiam, candidat du PCRDA, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, parce que si c'est la bagarre qui veut, on fera la bagarre. Donc, dans cette thématique qui parle d'espoir, d'alternance et de spectre du passé, voilà un peu mon analyse pour dire que la Côte d'Ivoire se dirige tout droit par la faute d'Assane Ouattara vers un moment de tour. Et cela, ça sera Ouattara qui devra les poser. Et les Ivoiriens sont mobilisés, galvanisés. Les Ivoiriens l'ont démontré par une mobilisation exceptionnelle par 2 fois. Aujourd'hui, les camarades sont en train de se faire arrêter, sont en train de se faire intimider, sont en train de se faire terroriser. Mais nous restons debout. Et cette fois-ci, Junior, je vous le dis, ça fait 10 ans que je vois des émissions. La Côte d'Ivoire prendra ses responsabilités. Et j'ai dit. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo, pour cette première intervention. Je vous retrouve à présent, Souleymane Kone Gbagbo. On se rappelle que pour l'installation du président Alassane Dramane Ouattara pour son tout premier mandat, le peuple ivoirien avait payé un lourd tribut. Pour le deuxième mandat, c'était quasiment le même schéma. Pour le troisième mandat, on avait déjà annoncé que le président Alassane Dramane Ouattara, le peuple ivoirien ne le laissera pas faire un troisième mandat. Le troisième mandat, il a été fait. Vers la fin de ce troisième mandat, il avait évoqué, il avait été évasif en ce qui concernait un probable quatrième mandat. Ce n'est que récemment qu'il a officiellement accepté et dit, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé Okosisi Baba Nicolo, après un voyage du côté de Paris, il a décidé d'être candidat pour un quatrième mandat. L'opposition ivoirienne, le peuple ivoirien a tout fait de dire non à ce quatrième mandat-là. Mais dans le fond, mon cher Souleymane Kone Gbagbo, est-ce que l'opposition dispose de réels leviers pour empêcher le président Alassane Dramane Ouattara d'être candidat pour un quatrième mandat? Alors, mon cher Junior Wafo, merci pour la pêche que vous me tendez. La question est très bien posée. De quel levier dispose le peuple ivoirien pour faire reculer Alassane Ouattara? Ce n'est pas Alassane Ouattara seul que le peuple ivoirien va faire reculer. C'est la France d'Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est la France qui a installé Alassane Dramane Ouattara en 2011. C'est elle qui a manœuvré pour que suivienne l'appel de Daoukro, qui a permis à Alassane Ouattara de faire son deuxième mandat par dérivation. C'est la même France qui a poussé Alassane Ouattara dans le dos afin qu'il puisse déclarer, afin qu'il puisse briguer, on va dire, un troisième mandat. C'est la même France qui est en train d'imposer à Alassane Ouattara de faire un quatrième mandat. Ça, il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas l'oublier, c'est la France. Donc, nous disons ceci. Mao disait que la force du peuple dépasse même la puissance, pour le paraphraser, d'une arme nucléaire. La force du peuple dépasse la puissance de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, le président Poutine est face à l'Occident collectif, comme il l'appelle. L'Occident, depuis son installation, depuis sa prise son accession au pouvoir, le président Poutine, l'Occident n'a eu de cesse que de tenter de le déstabiliser. Avec toutes les armes dont dispose l'OTAN, bien entendu, il n'arrive pas à le déstabiliser. Mais je vous donne une semaine. Si le peuple russe se lève contre le président Poutine, le peuple russe uni et déterminé se lève contre le président Poutine, je vous donne une semaine, le président Poutine s'en ira. Ça, c'est clair. Donc, pour dire que la puissance du peuple n'a rien à voir avec la puissance de l'arme nucléaire. Je prends l'exemple aussi, dans les années 70, du président Reagan. Vous savez que le président Reagan, dans un premier temps, était l'un des extrémistes par rapport à la Russie.
de Gorbatchev. Il voulait même, il agitait, je dirais, le spectre même de la Troisième Guerre mondiale. Mais le peuple américain s'est levé pour dire, mais président, tu veux nous engager dans une Troisième Guerre mondiale, on n'est pas d'accord. Lui-même, sa propre fille est descendue dans les rues pour dire au président Reagan, recule avec ton intention, je dirais, ton idéologie de va en guerre, là, il faut reculer. Et le président Reagan a reculé, et c'est grâce à lui que la Russie et puis les États-Unis ont renoué contact. Le président Reagan et Gorbatchev se sont rencontrés, et au fur et à mesure, ils ont désamorcé un peu la guerre. La guerre froide a pris fin. Pour dire que la force du peuple est la plus puissante. Tu as le communiqué brut. Bien, retour sur le plateau. On va retrouver notre ami Okosisi Baba Nicolo dans quelques instants. Le temps pour moi de revenir sur ce plateau avec vous. Padi Assanga, il faut dire que la situation de la présidentielle ivoirienne est une situation qui a souvent été similaire à celle du Cameroun. Vous qui êtes d'ailleurs du SDF, votre chairman, le chairman en second, comme chairman de second, comme on l'appelle, l'honorable Joshua aussi, avait d'ailleurs été invité par le PPACI du côté de la Côte d'Ivoire. C'est dire la proximité qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun quand on parle de politique, et pas seulement. D'ailleurs, étant donné que ce qui nous intéresse ce soir, c'est la politique, on parle de spectre du passé depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas des risques, d'après vous, que la Côte d'Ivoire soit encore plongée dans une situation telle que celle qu'elle a vécue en 2011 ? J'ignore. Je veux vous dire avec toute conviction panafricaniste, hein, parce que l'histoire nous renseigne beaucoup de choses. Et vous savez que dans les années de la Braise, la Côte d'Ivoire était dirigée par Laurent Koudou Gbagbo, qui était un ami, un frère de Froundi. On l'a vu avec Froundi. Froundi est parti le rendre visite pendant cette période-là, avec les habits qu'on appelle aujourd'hui les habits de Bamenda. Les photos sont là, les archives en parlent. Et on arrive aux élections de 92, où beaucoup de personnes, pendant les années de Braise, ont taxé Gbagbo de financer le SDF sur la bannière de Ni John Froundi. Et si Gbagbo le finançait, le problème est où? Le problème est où? C'est un parti socialiste. Nous sommes dans la mouvance et dans l'international socialiste. C'est-à-dire, comme ils sont partis signer les accords militaires avec la France, les partis panafricanistes socialistes ont signé les accords. Quand un frère est en difficulté, on le revient en aide. Et il y a eu retour sur l'échelle quand le chairman Froundi est parti rendre visite, le fait chairman Froundi, de regretter mémoire, est parti rendre visite à Laurent Koudou Gbagbo quand il était à La Haye. Combien de présidents africains l'ont fait? Combien de partis politiques l'ont fait? Il n'y a que le SDF qui l'a fait. Ça, c'est historique, c'est archivé, c'est dans les documentations. Donc, on ne fait pas dans la récupération politique, mais il faut tracer les parcours de toute personne. Et en avril cette année, Laurent Koudou Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le grand Laurent Gbagbo, le président du PPACI, oui, il a invité chairman de Second, honorable Joshua aussi. Il était là. Les images sont là. Et nous disons que tenez bon, tenez debout, parce que on a presque le même scénario ici, où la France a voulu faire infiltrer au Cameroun
un pseudo-opposant qui était fabriqué dans les officines françaises, qui a travaillé dans les cabinets Lias et Minya Patna. On sait le rôle qu'ils ont joué dans le procès de Laurent Gbagbo à la haie. C'est de ça que vous parlez. Donc, faisons ces corrélations pour comprendre le rôle trouble que la France a voulu jouer. Maintenant, il y a ce qui se passe en Côte d'Ivoire et nous disons au peuple ivoirien, votre destin est entre vos mains, comme le destin des Camerounais sont entre les mains. Nous sommes deux peuples, frères et sœurs, très matures, avec toute compétence qu'il faut, décomplexés, qui ne vont plus jamais, j'ai dit à grand jamais, prendre les injonctions venant de l'Élysée, où les gens sont partis à l'Élysée avec les passeports de leurs femmes diplomatiques. Le passeport, c'est-à-dire, on a des empites de leurs femmes parce qu'ils étaient les diplomates camerounais. Et ils veulent se prévaloir, dire qu'ils veulent diriger l'opposition camerounaise et ils s'en vont. Dans l'histoire politique de toute l'Afrique, colonisée ou décolonisée, est-ce que la France a déjà ouvert sa porte, sa place de la République, que nous tous nous connaissons, à un leader africain? Pourquoi ils n'ont fait à un Camerounais? Pourquoi ils insistent que Alassane soit là, brigue un mandat, alors que la constitution française est claire? On sait comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Moi, je n'aime pas la tête de Guillaume Soro. Je vous dis carrément, je n'aime pas sa tête. Père et fils, Gbagbo et Blé Goudé, ils peuvent se parler. Ça, c'est entre père et fils. Nous connaissons ça. Mais, quand vous croisez là, la tête de l'autre qu'on appelle Guillaume Soro et celui qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, moi, je ne les aime pas. Parce que ils ont utilisé le Burkina Faso à l'époque, quand ils étaient sur le contrôle de la France-Afrique, pour déstabiliser Laurent Gbagbo, jusqu'à amener les deux autres qui croisent là, à la haie. Et le résultat, c'est la résistance. Nous disons que nous aimons la paix et nous allons résister dans la paix. Et ça, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis content. Et je dis au peuple ivoirien, restons debout et félicitations pour la mobilisation. Et je suis aussi fier que quand on sort aujourd'hui, ces leaders politiques, les gens qui ont l'humilité, ce n'est pas les gens qui ont les partis politiques qui existent seulement dans le tiroir, non, qui disent que le peuple doit les suivre. Allez arrêter les députés ivoiriens, on voit. Nonsense. J'en ai terminé. Merci à vous, Padi Assanga, pour cette intervention. Je me tourne à présent vers vous sur ce plateau central, Maître Janvier Momo. Padi Assanga fait bien de le relever. Il faut dire que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire a souvent connu plusieurs alliances. De ce côté-là, les alliances se font et se défont comme d'habitude. En politique, on le sait, l'opposition ivoirienne semble être vent debout dans sa globalité contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Mais Charles Pasqua disait, les promesses d'un homme politique n'engagent que ceux qui y croient. Que vaut réellement l'opposition ivoirienne? Maître Janvier Momo, Padi Assanga l'a rappelé, quand on sait comment le président Gbagbo a été débarqué du pouvoir, quand on sait les alliances qui se sont nouées pour le faire partir, est-ce que vaut réellement cette opposition-là aujourd'hui? Je pense que, merci pour la question, je pense que l'opposition ivoirienne a toutes ses chances, comme lors des élections précédentes. Pourquoi? Parce que, premièrement, le peuple ivoirien est un peuple engagé. C'est un peuple qui revendique. On dit chaque peuple mérite son chef ou celui qui le commande. Et le peuple ivoirien ne digère pas ce qui n'est pas digérable. Il a toujours la force, vraiment, il faut le reconnaître, la force de dire non quand il faut dire non. La force de dire oui quand il faut dire oui. En fait, ce que vous voyez, c'est que la principale mallette que l'opposition ivoirienne a aujourd'hui,
c'est que ils se sont rendus compte d'une entourloupe terrible. C'est quoi? C'est que en avril 2011, le président Laurent Gbagbo est interpellé, il est gardé au nord avant de rejoindre le pénitencier de Schwenningen à La Haye, à la Cour pénale internationale. Après 10 ans de procès, il dit 10 ans de procès, qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Le FPI à l'époque, qui était la figure de proue de l'opposition, est demeuré intact. Les Aboudraman Sangaré, à qui nous continuons aujourd'hui de dire paix à son âme, ils sont demeurés ces enfants de la maison. Les Awadon Melo sont demeurés les enfants de la maison. C'est pour dire que l'opposition ivoirienne n'est pas cette opposition qui est capable de fléchir à la première approche. C'est vrai, en politique, on a des jeux d'ascenseur qui vont, oui, qui montent et qui descendent, mais à un niveau tolérable. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous voyons une opposition et des opposants qui sont assez cohérents, assez consciencieux de la tâche et qui sont ardus dans la tâche. Maintenant, 10 ans de procès, pour revenir à cette entourloupe dont je parlais, 10 ans de procès et au bout de compte, un acquittement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président Laurent Gbagbo, à un moment donné, a été déclaré non coupable. On l'a acquitté de tous les chefs d'accusation. Et vous savez, la Cour pénale internationale ne statue pas sur les délits, c'est sur les crimes. Exactement. Les crimes contre l'humanité et tout ce que vous pouvez savoir. Au moment du retour, Kouadio Konan Bertin Kakabe était ministre de la Réconciliation à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont dit en Côte d'Ivoire? Il faut bien partir par là. Et nous avons attiré l'attention sur ce plateau d'Afrique Média. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le président Laurent Gbagbo est libre de rentrer pour la décrispation politique. Et à ce sujet, on lui a donné 2 passeports. On lui a fait délivrer 2 passeports. Un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. On lui a promis tous les attributs d'ancien chef de l'État. Mais on a... C'est quoi? C'était la loi d'amnistie. Exactement. Parce qu'entre-temps, il y a un épée de Damoclès politique qui pèse sur la tête de Laurent Gbagbo. C'est la fameuse condamnation pour braquage de la BCEAO. On le disait. Et nous l'avons dit ici à l'époque que le principal élément de décrispation politique en Côte d'Ivoire, c'est une loi d'amnistie parce que nous savons que ce procès, non seulement il a été inique, mais c'est un procès politique. Vous savez, pour tenir un homme politique, M. Padi Assanga, il faut tenir son extrait de casier judiciaire. Merci. C'est-à-dire, lorsque l'extrait de casier judiciaire est tenu, vous le mettez hors jeu. Mais vous êtes figé. Vous le mettez hors jeu. Et nous avons souligné ici, nous avons pendant des émissions, que tout ce qu'on raconte en Côte d'Ivoire, en termes de réconciliation, ce sont des vains mots qui n'ont aucune valeur. Oui, le président Laurent Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Vous ne pouvez pas interdire à un Ivoirien de rentrer chez lui. Dire qu'il va rentrer, ça ne veut rien dire. Et nous disions à l'époque qu'il fallait comme condition de retour la loi d'amnistie qui annule cette fameuse condamnation de 20 ans. Et lui et son fils, comme Padi le disait, Charles Blé Goudé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont allés au-delà de la condamnation. Le nom est porté disparu dans les listes électorales. Vous comprenez jusqu'où les gens sont allés? Ils vous ont parlé de la réconciliation, mais au fond, il n'y avait aucun acte de réconciliation posé de façon concrète. Le principal acte, c'était de permettre au président Laurent Gbagbo non seulement de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est son droit le plus absolu de rentrer chez soi, mais aussi et surtout d'être un citoyen sur le plan civil et sur le plan politique. Aujourd'hui, ils nous le disent, ils ne sont pas prêts. Maintenant, quand je parle d'entourloupe, c'est à ce niveau. Le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 devait être conditionné par la prise d'une loi d'amnistie qui permet à cet homme de rentrer et de pouvoir faire la politique. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, tout ce que l'opposition doit revendiquer en Côte d'Ivoire aujourd'hui sur les pancartes. Mais
nous voulons la loi d'amnistie, c'est tout. Puisque les tribunaux sont les tribunaux ivoiriens, ces tribunaux n'ont pas été dissous, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire la condamnation, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt amener le président Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, à prendre cette loi et à dire, alors, chers collègues, chers anciens collègues, je pense que nous pouvons aller ensemble dans ce concours électoral. En dehors de ça, en dehors de cette revendication qui est essentielle et que nous, à Afrique Média, nous avons souligné depuis 2020-2021, lorsque nous sentions l'acquittement du président Laurent Gbagbo, que cette loi d'amnistie Mais il y a un parallèle. Il y a un parallèle ici au Cameroun. Hein? Parce que nous reconnaissons qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour des faits plus graves même. Il y a des gens qu'on a interpellés sur les lois ici au Cameroun qu'eux-mêmes, ils ont écrit. C'est-à-dire l'élaboration du code de procédure pénale. Ils se sont retrouvés en prison. Mais par le biais de la France, Macron a dit à Mondovision, j'ai demandé à M. Biya de libérer Maurice Kamto avant de mettre son pied en France. C'est un ordre. Et craignant que Laurent Gbagbo va croiser avec son fils et prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entacher et la France reste bouche bée. Maintenant, si la Côte d'Ivoire se grippe, il y a une base militaire en France. Mais, sauf que les donnes ont changé. Nous ne sommes plus en 2011. La population a pris une maturité qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle les populations, sur les élus, il faut comprendre maintenant la notion de mandat représentatif. Ces élus qui sont dans les rues aujourd'hui sont suivis par les populations pour dire que non, nous sommes à Tutuko avec vous. Ce que nous voyons là, c'est une mascarade. Eh bien. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et Maître, merci pour ta pertinence et allons-y. Donc, cette entourloupe aujourd'hui conduit le peuple ivoirien dans la rue. Ils savent que par la voie judiciaire, on tient le casier judiciaire de professeur Laurent Gbagbo et par là, on l'empêche juridiquement de se présenter comme candidat à une élection présidentielle en République de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous avez vu les déclarations de Maître Bourgui concernant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011, vous avez compris à un moment donné que la France, parce que Bourgui, il n'est pas n'importe qui en France, le célèbre porteur de mallette. Vous avez compris à un moment donné que la France était dans un jeu politique en Côte d'Ivoire où il mettait le protégé sur la sellette. Parce que c'est une émission, Mais il a même parlé de président Biya. C'est une émission, c'est une interview qui a dérangé plus d'un dans des sphères politiques en Afrique. Mais comment est-ce qu'ils veulent lâcher le président Alassane Dramane Ouattara à ce niveau? Nous avons compris ce jeu. Mais sur le plan géopolitique, là où ils préfèrent maintenir le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez l'AES, la Côte d'Ivoire est frontalière avec le Mali et la République du Burkina Faso, deux pays de l'AES, qui aujourd'hui trouble le breuvage de la France dans les pays d'Afrique occidentale française, dans les anciens pays de l'AOF, c'est-à-dire les pays francophones d'Afrique occidentale. Alors, la position du Sénégal, elle est mitigée. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qu'on est sûr qu'avec le président Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme qui, avec la France, quand il promet, il fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, la France n'est pas prête à lâcher le président de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour eux, il y a une incertitude sur le changement de chaise au niveau d'Abidjan. S'il y a un changement de chaise et de fauteuil et que celui qui arrive est pro-AES, alors l'AES s'élargit de façon automatique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le blocage au niveau d'Afrique occidentale, au niveau de l'Afrique occidentale, c'est la République de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vu le dernier voyage du président Alassane Dramane Ouattara en France. Justement, je pense qu'il
il s'agissait de ce genre de causerie, une causerie, un double point. Mais c'était un voyage symbolique pour dire que faites comme vous voulez. Tant que la France m'adupe, je serai là. Donc, l'insistance de ce 4e mandat. Mais sauf que le peuple est souverain. Je termine par là. Avec les représentations indirectes qui sont les députés. Et qu'est-ce qu'on a dit? La politique de boycott n'a jamais payé nulle part en matière politique et électorale. Donc, maintenant, et pour chuter, en répondant clairement à votre question, vous demandez les forces de l'opposition ivoirienne. Oui. Qu'est-ce que ça vaut concrètement aujourd'hui? Elle vaut ce que le peuple vaut. Parce que nous avons vu cette démonstration de force. Il y a une semaine, cette démonstration de force du peuple qui est sortie. Il faut savoir que l'élection présidentielle n'est pas un concours du chef de l'État pour élire le chef de l'État. C'est un ensemble d'engagement des populations pour mettre au sommet de l'État une personne que la population croit être la meilleure. Pour nous, l'opposition ivoirienne garde toute sa force avec le peuple ivoirien. Parce que c'est le peuple ivoirien qui vote. C'est le peuple ivoirien qui choisit et rien d'autre. Donc, celui qui est avec l'opposition, celui qui est avec le peuple, sera sur le fauteuil, va s'asseoir sur le fauteuil présidentiel en République de Côte d'Ivoire. Donc, tout se joue avec le peuple. Et ce peuple ivoirien, nous le connaissons, c'est un peuple qui sait réclamer, qui sait revendiquer, qui sait oui, qui sait dire oui, qui sait dire non. Et je sors par là. Merci à vous, Maître Janvier Momo. On va refaire un tour de l'autre côté. Est-ce que nos amis... notre ami Oko Sissi Baba Nicolo est là, avec qui on va bien évidemment continuer de revenir un peu sur les spectres du passé. Oko Sissi Baba Nicolo, l'opposition ivoirienne a très souvent été malmenée, très souvent été gangrénée par des trahisons. Il faut le dire comme ça, le président Laurent Gbagbo lui-même a été victime de ces trahisons-là, trahisons de l'opposition, de certaines personnalités qui sont aujourd'hui revenues dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trahison qui pèse une fois encore sur ce nouveau combat que porte le peuple ivoirien contre le 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara? Alors, merci, camarade Wafo. Je pense qu'on Ouvrez avait un votre problème micro. de camarade... c'est bon, vous m'entendez? Mon micro, il est ouvert. Ah, il a fermé plutôt. Non, il est ouvert, le micro. Est-ce qu'on m'entend? Le micro, il est ouvert, hein? Oui, là, on vous reçoit actuellement. Ok. Alors, je disais merci. Merci pour cette deuxième pêche. Mais je voulais signaler que tout à l'heure, le camarade Souleymane Babo Koné et moi, on a eu une interférence. Donc, prière aux techniciens de le voir. Alors, l'opposition ivoirienne, d'abord dans l'expression opposition, je le dis parce que nous sommes en communication. Mais quand on regarde dans la géopolitique, on regarde de l'autre côté des pays qui nous ont imposé leur démocratie, rarement ils utilisent ce thème-là lorsqu'il s'agit de pays francophones, françaises, ou bien des pays anglophones, américains. En Grande-Bretagne, quand ils veulent parler des partis qui ne sont pas au pouvoir, ils citent nommément leur nom. Sur les continents américains, aux États-Unis, quand on veut parler de partis au pouvoir ou non, on dit soit les démocrates, soit les républicains. En France, ici, lorsqu'ils veulent parler du parti au pouvoir, ils le citent nommément, et les partis qui ne sont pas au pouvoir, ils les citent nommément. Mais lorsqu'ils parlent de nos pays ex-colonisés francophones, ils ont cette manière raciste-là de tout de suite embrigader tout le monde dans l'expression d'opposition. Mais quand on dit opposition, il faut voir derrière ce terme-là un esprit de désordre, un esprit belliqueux, un esprit de guerre, un esprit de déchirement. Et donc, je me force de moins l'utiliser pour qu'on puisse changer ce paradigme afin que nous aussi, on puisse utiliser leur vocable. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui du RDR, ce parti terroriste, cette organisation terroriste Alassane Ouattara, lui-même terroriste, et du Front commun avec le président Laurent Gbagbo, Tidiane Tcham et les autres. Maintenant, la question que vous posez, pour aller dans le but du sujet, vous demandez si le président Laurent Gbagbo ne serait pas encore
objet de trahison. Vous voyez, la politique chez nous, un ancien qui s'appelle Fologo disait que c'est la nette appréciation du moment. C'est vrai, hier, pour des idéologies diverses, pour des objectifs divers, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé le dos retourné contre ses anciens camarades, dont M. Anaki Kobena du MFA, qui à un moment donné s'est retrouvé du côté de ceux qui s'opposaient à lui. C'est vrai que dans la démarche, après sa sortie de prison jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu le président Afin N'Guessan qui a permis, qui a aidé les impérialistes via la France, parce qu'il avait rencontré François Hollande, et ensuite il avait changé d'attitude, à vider le président Laurent Gbagbo de son parti qui était le FPI et de surtout avec l'enveloppe vide. Mais aujourd'hui, nous voyons aisément M. Anaki Kobena, M. Afin N'Guessan venir faire un bloc autour de l'appel du président Laurent Gbagbo à un mouvement qu'il a appelé Trop c'est trop, qui est, il a expliqué, est un instrument de contestation, un instrument de combat. Et que Trop c'est trop, tout le monde pouvait venir. Les partis politiques, les structures de la société civile, les organisations, les citoyens lambda. Donc, c'est dans cet esprit-là que le président Laurent Gbagbo, qu'on croyait ne pas pouvoir rassembler, a surpris tout le monde en créant et en mettant à disposition du peuple ivoirien cet instrument qu'il a appelé Trop c'est trop, afin que tout Ivoirien, d'abord, parce qu'avant d'être dans les partis politiques, on est d'abord Ivoirien. Avant de pleurer ou de vouloir atteindre un objectif de présider la Côte d'Ivoire, il faut d'abord pouvoir se battre pour la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord un esprit patriotique. Au-delà de l'esprit patriotique, il y a ce dont nous tous souffrons, c'est-à-dire de la dictature, la tyrannie du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout Ivoirien qui souffre, tout Ivoirien qui ne mange pas comme le dit, tout Ivoirien dont la maison est cassée, tout Ivoirien qui est ostracisé, tout Ivoirien qui a la famille poussée en exil, tout Ivoirien dont les accablés enlèvent les enfants, aujourd'hui peuvent s'exprimer dans cette fêtière-là qui est le mouvement Trop c'est trop qu'ils ont mis en avant et qui naturellement a abouti à la création du Fonds commun, le PDCRDA de la droite et du PPACI de la gauche. Vous voyez, donc c'est la politique, on l'apprécie en fonction des événements. Est-ce que le président Gbagbo sera encore trahi? Je vous dis une chose, aujourd'hui, les Ivoiriens dans leur grande majorité, quelles que soient les dissensions et les idéologies, quelles que soient les divergences au niveau de la forme pour aller à la date fatidique du 25 octobre, ont une chose en commun, la Côte d'Ivoire. Et ça, je peux vous le dire. Ils défendent tous, d'une manière ou d'une autre, cette Côte d'Ivoire qui doit passer sans encore des morts. Ils défendent tous, malgré leurs indifférences secondaires, malgré leurs incompréhensions secondaires, tous que la Côte d'Ivoire ne doit plus voir un dictateur comme Alassane Dramane Ouattara. Ils disent tous que la Côte d'Ivoire ne doit plus appartenir encore sous les jougs de la France. Ils disent que la Côte d'Ivoire doit s'émanciper et rejoindre l'AES qui aujourd'hui nous rend tous fiers. Ils disent que la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa souveraineté monétaire, militaire, économique et tout ce qui va avec pour être. Donc, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne va pas encore se faire trahir? Je vous dis aujourd'hui, trahison, s'il devait avoir, ce ne serait pas une trahison qui va mettre à mal la Côte d'Ivoire qu'on doit récupérer. Moi, je finis de dire ça. Allons maintenant à une deuxième lecture des choses. Vous voyez, chers panélistes, le président Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, a sacrifié plus qu'il n'en faut, même de façon raisonnable. Tout à l'heure, vous avez parlé de faire le spectre du passé. Mais est-ce que vous savez que dans le passé, le président Laurent Gbagbo a été obligé de payer des factures d'une zone occupée par des terroristes d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire était coupée en deux. 60% appartenaient à ces terroristes-là. L'idée par Alassane Ouattara, armée, organisée, couvée par la France. Le président Gbagbo est parti jusqu'à prendre l'argent du contribuable qui devait servir la Côte d'Ivoire qui gérait officiellement, mais il payait parce que pour lui, c'est les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a tout sacrifié, son programme, son projet, tout ce qu'il avait prévu quand il était dans l'opposition avant de venir au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire ne se divise pas. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est moqué de partout pour ceux qui ne voient pas la grandeur de l'homme, pour dire non, qu'aujourd'hui il n'a rien fait. Mais le président Gbagbo a fait plus que ça. Un homme il a contenu une guerre, un terroriste, une rébellion de 2002 jusqu'à 2011, et grâce à son peuple, comme l'a dit le professeur le docteur Momo Janvier. Vous voyez, le président Gbagbo a contenu une guerre imposée d'abord par Chirac, qu'il a obligé à discuter à Marcoussis
avec des assassins, avec des comploteurs, avec des gens qui voulaient prendre son pouvoir, avec à la tête Alassane Dramane Ouattara. Il a contenu ça. Le président Gbagbo a discuté de Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Makoussi, Kléber, Pretoria, jusqu'à Ouaga. Il est allé jusqu'à prendre Soro Guillaume comme Premier ministre, aller faire la flamme de la paix. Il a tout fait pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas divisée. On finit. Il est même allé jusqu'à prendre un article qui est obsolète, l'article 48, pour faire dans l'ensemble de notre que la constitution ivoirienne. Eh bien, Exceptionnel. Un candidat exceptionnel pour les élections, exceptionnellement parce que la Côte d'Ivoire était proie à une guerre, à une division, avec à l'intérieur une force onusienne qui prenait des rebelles et qui les transportait de la zone rebelle à la zone loyaliste. Le président Gbagbo était adulé, était pressé par une force de la force bicorne de la France qui dit avoir un mandat de l'ONU pour le désarmer. Il était occupé, entouré par le Mali, le Burkina, la Guinée, où Alassane Ouattara avait une base arrière. À l'international, il était attiré par Obama, par Angela Merkel, par Nicolas Sarkozy, par Cameroun. Il était attiré de partout. Mais il a continué la guerre de la Côte d'Ivoire. Il a fait réussir que la Côte d'Ivoire ne soit pas divisée. Le président Gbagbo, dans le spectre du passé, a fait tout ça parce que pour lui, la Côte d'Ivoire passe avant tout. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a fini par calmer les dissidences. Il a fini par éviter le nombre de morts qui va plus de 3000, comme les gens le disent au hasard. Il a fini par s'asseoir avec ceux-mêmes qui ont piqué la glaive au pays pour faire un gouvernement d'union. Il a été dans ce gouvernement d'union avec eux. Il a fait un forum de réconciliation où il a fait venir Alassane Dramane Ouattara, le président Nicolas Bédié, le président Guy Robert. Le président Gbagbo a concédé. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dire au président Gbagbo que pourquoi les accords de Marcoussis, le président Gbagbo ne les met pas en exergue. Ils sont venus tuer des Ivoiriens, vous vous rappelez, du sursaut des Ivoiriens. Et c'est pour ça encore je dis bravo au doyen Momo Janvier qui l'a rappelé. Les Ivoiriens savent dire non. Ils sont un peu, je m'en foutiste, ils sont un peu trop jovial, ils sont un peu amusants, ils sont aussi dans l'ambiance, mais ils savent dire non. Et chaque fois que la Côte d'Ivoire a pu se rassembler, chaque fois, comme par hasard, que la Côte d'Ivoire a pu se lever, il y avait un général de qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, vous parlez du spectre du passé, c'est comme dans le karma. C'est cette situation qui se trouve contre Ouattara. Quand on a créé Laurent Gbagbo de l'extérieur, dans tous les médias, on n'avait pas encore des médias comme Afrique Média. On n'avait pas encore les médias comme les réseaux sociaux. Toute l'information nous venait de là. D'ailleurs, on pouvait manipuler les Africains facilement. Mais aujourd'hui, avec tout ça, nous avons les médias. C'est nous qui informons. C'est nous qui distillons l'information. C'est nous qui jugeons l'information. Donc, on ne peut pas être dupe. Aujourd'hui, nous avons des grands journalistes comme Julien Ouafo, des grands analystes comme Momo, des grands analystes comme le Doy Asanga, comme Babo Kodé. Donc aujourd'hui, nous allons à l'information, nous récupérons l'information, c'est une arme. Donc ça veut toute cette arme-là, aujourd'hui, le plan Gbagbo se bat. La preuve, tout récemment, l'ONU vient de sortir un pamphlet qui est coupant pour dire que non, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez essayer dans 6 mois que le président Laurent Gbagbo jouisse de ses pouvoirs politiques et de ses pouvoirs civils en attendant qu'on puisse se prononcer dessus. Alors que le président Gbagbo parle d'une élection de 2025, d'octobre 2025, eux ils parlent d'une prolongation jusqu'en janvier, jusqu'en février, le 20 février. Donc, il est mis à l'aise encore pour qu'on dise aisément que dans le fait du passé, ça revient encore, l'ONU veut permettre à Ouattara de faire un 3e mandat. Et je salue l'intelligence de M. Abiba Touré qui est allé prendre cette information qui était cachée pour la mettre en grand jour pour que les Ivoiriens se prononcent. Donc aujourd'hui, là, à quel niveau nous sommes? Dans le fait du passé, nous faisons encore un 2011 bis. Mais un 2011 bis où cette fois-ci, les piliers sont dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est une opération 6-9. Hier, le président Gbagbo était créé par qui? Par tous ceux-là. Aujourd'hui, le président Gbagbo a pour allié qui? L'AES. Il a pour allié qui? Le PDCI. Il a pour allié qui? Tout à l'heure, vous avez parlé de trahison, de MFA d'Anaki Kobena. Il a pour allié qui? Même à Fingessa qui était parti, il a pour allié qui? Les panafricains aujourd'hui que vous êtes, il a poilé qui le connaît et qui connaît. Donc cette élection-là, les Ivoiriens, je vais vous mettre à l'aise. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons su que nos divisions sont secondaires.
quel que soit ce qu'on peut voir officiellement, il y a un travail qui se fait officieusement. Et officieusement, toute la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, dans tous ses artifices, ont montré, parce que ceux qui ont manifesté, c'est pas que sur leur front PPACI, c'est pas sur leur front PDCI et j'en passe. C'est des Ivoiriens, comme les panélistes ont dit, qui se sont levés. Ces Ivoiriens-là ont leçons du spectre du passé. Ces Ivoiriens-là ont tiré des leçons de la manipulation extérieure. Et ces Ivoiriens-là ont compris qu'aujourd'hui, l'ennemi qui était de tout temps le même est la France. Et le président Gbagbo envoie un message fort à la France pour leur dire que comme c'est chez vous, il vient réfléchir, il faut que vous sachiez qu'il n'y aura pas de quartier. Il y a un de vos panélistes qui a posé la question de savoir quels sont les artifices, et mon frère Gbagbo essaie de répondre. Vous lui dit que le peuple est une force au-delà de toutes les forces. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et c'est le peuple là qui va imposer à Alassane Ouattara, malgré les armes payées par nos contribuables ivoiriens, malgré les mercenaires dont ils volent notre argent pour nourrir, malgré les Français qui sont venus l'aider sur les frontières, malgré les Américains et malgré le deal qu'il a signé avec Macron, que cette fois-ci-là, la Côte d'Ivoire va vous faire plaisir et jeter. Merci à vous, cher Oko Sissi Baba Nicolo. Ce plaisir, il est attendu par toute l'Afrique et par toute la galaxie panafricaine, bien évidemment. On va vous retrouver, mon cher Souleymane Kone Gbagbo. On a été perturbé il y a quelques instants, mais je vous retrouve. On évoquait avec vous tout ce dont disposent, les leviers dont disposent réellement les alliés du le PPACI et ses alliés, on pourrait le dire comme ça, pour vraisemblablement sortir également de ce narratif de l'opposition ivoirienne, le PPACI. Et tous ces alliés, on évoquait les leviers dont ils disposent actuellement, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être, je le dis comme ça, penser à un plan B si jamais les positions du côté du président Alassane Dramane Ouattara n'évoluent pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser déjà à un plan B? Encore pour la pêche, il n'y a pas de plan B. Si les positions d'Alassane Ouattara n'évoluent pas, on ira le chasser. C'est la seule solution. Parce que moi j'ai comme l'impression que souvent, les gens minimisent la force du peuple. Pourtant, les exemples sont tout autour de nous. On a vu en Tunisie, on a vu comment dirais-je, en Égypte, on a vu au Burkina Faso ici même. Au Burkina Faso ici, le slogan du clan de Blaise Compaoré était quoi? Le Burkina Faso, c'est pour nous. Si tu fais, on te fait et puis il n'y a rien. 27 ans de terreur. 27 ans de terreur. Quand le peuple s'est levé à l'unanimité avec détermination, il a dit c'est fini. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré est cloîtré dans les salons de Alassane Ouattara comme une momie, comme je dirais un meuble. Il est là, il est là comme ça. Donc, il faut dire que la force du peuple est la force la plus puissante. Quant au combat face à un dictateur va beau être puissant. Quand le peuple se lève, il tombe. Je disais dans mon précédent développement que l'Occident collectif, depuis 2000, tente de renverser le président Poutine par tous les moyens, y compris avec leurs renseignements généraux, leurs armes, tout l'arsenal que détient l'OTAN, malgré toutes les armes nucléaires et que détient l'OTAN, bien entendu, il n'arrive pas à faire tomber le président Poutine. Mais il suffit juste que le peuple russe, je touche du bois que ça n'arrive pas, que le peuple russe se lève contre le président Poutine, pas à l'unanimité. Une bonne partie du peuple se lève avec détermination. En une semaine, il va tomber. Aucun dictateur ne peut face à un peuple déterminé. Et aujourd'hui, nous avons démontré par les deux grands rassemblements de ce mois d'août, en l'occurrence le 9
avec la marche à Yopougon et le 16 avec le meeting du président Laurent Gbagbo. La marche, c'était le Front commun qu'il avait organisé, mais toutes les associations de la société civile, tous les mouvements syndicaux, presque tous les mouvements sont venus s'ajouter à cette marche. Donc, c'était une marche gigantesque. Donc, par cette marche et par le meeting organisé par le PPACI, qui a bénéficié bien entendu du soutien de son allié PDC RDA et le GPS. Et même, je vais vous faire remarquer un fait, il y a eu des drapeaux du Mali qui ont flotté pendant le meeting du président Laurent Gbagbo à Figaro. Drapeau malien. Drapeau malien. Drapeau burkinabé. Des drapeaux burkinabés ont flotté pendant ce meeting-là. Il faut dire que depuis 2000, on n'avait jamais encore vu ça dans un meeting du président Laurent Gbagbo. Depuis que Alassane Ouattara avait commencé à ce moment-là, on n'avait jamais encore vu des drapeaux de l'AES, bon, je dirais des pays de l'AES, flotter dans un meeting du président Laurent Gbagbo. Mais nous l'avons vu le 16. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, le rapport de force est clairement favorable à l'opposition. Et à part de ce moment, je pense que ce n'est pas Alassane Ouattara qui va pouvoir résister à la détermination du peuple de Côte d'Ivoire, de la quasi-majorité du peuple de Côte d'Ivoire. S'il ne bouge pas, si sa position n'évolue pas, nous allons demander au peuple de Côte d'Ivoire de descendre pacifiquement dans les rues et d'aller le chasser. C'est tranquille. C'est tranquille. Parce qu'il ne pourra pas, ce n'est même pas tenable. Cette position n'est pas tenable. Tu ne peux pas dire au PDC RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui est la deuxième force du point de vue des députés à l'Assemblée, du point de vue des élus à l'Assemblée, et le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas dire à ces deux partis-là que leurs candidats ne sont pas éligibles. Et toi, qui n'as pas le droit de faire un quatrième mandat, toi seul, tu es éligible et tu choisis parmi les plaisantins qui sont en train de s'agiter dans l'opposition, là, quelques candidats qui vont t'accompagner. C'est-à-dire, tu veux nous faire revivre le scénario de 2020 avec KKB. Non, mais 2020, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. 2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. 2020, Damana Picard n'était pas là. Quoi, Justin n'était pas là. Katina n'était pas là. Les lieutenants de Gbagbo n'étaient pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on faisait la mobilisation depuis l'extérieur, mais ça n'avait rien à voir avec les mobilisations qu'on fait aujourd'hui à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le PDCI était là, mais le PDCI venait juste de s'affranchir de l'alliance RADP. Donc, il y avait, on va dire, des hésitations au sein de l'opinion par rapport à la sincérité du PDCI dans le combat. Mais aujourd'hui, 5 années ont passé. Retour sur le plateau avec vous, maître Janvier Momo, sur ce que vaut réellement l'opposition ivoirienne, étant donné qu'on est en train de sortir de cette première thématique avant de se plonger dans la deuxième thématique qui nous intéresse, à savoir le Cameroun entre espoir, alternance et spectre du passé. Où faut-il se situer pour le moment? Je pense que il faut toujours rester dans l'espoir.
Parce que, premièrement, l'espoir en politique est un gage des efforts, est un gage de réussite, et surtout, veiller. Quand on parle d'espoir en politique, il faut veiller. Le cas ivoirien est un cas d'école. Un cas d'école parce que lorsque nous entendons que le candidat du PDCI est disqualifié, M. Thiam, nous entendons que le candidat du PPACI, lui aussi, est disqualifié, mais qu'est-ce qui reste donc dans la substance oppositionnelle en Côte d'Ivoire face au RDR? Mais il ne reste rien, sinon des partis qui sont fabriqués dans ce que je peux appeler l'officine. C'est-à-dire, ce n'est pas une façon de les simplifier, mais il faut le reconnaître que en politique, on connaît ceux qui ont des poids. Il y a le poids politique. Il y a le poids politique qui compte. Les partis politiques ne sont pas les mêmes. Et juste parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, le RDL, oui, il a un poids politique, le parti du président Alassane Dramane Ouattara. Mais à côté du RDR, il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a d'autres partis. Donc pour nous, c'est l'espoir. En quoi consiste cet espoir? Que, premièrement, que le pouvoir se ressaisisse. Comment se ressaisir? En revenant sur certains actes qui proscrivent la scène politique ivoirienne. En disant, oui, nous avons besoin que tous les Ivoiriens de tous les bords participent librement à cette élection présidentielle. Est-ce qu'en réalité, lors de l'élection présidentielle, il devrait y avoir des crocs en jambes? Parce que moi, j'appelle ça des crocs en jambes de ce genre. Mais le pouvoir en place aussi redoute une coalition, une puissante coalition PDCI, PPACI. Ils ne sont pas bêtes dans le pouvoir en place. Ils ne sont pas bêtes, ils réfléchissent. Mais ils auront en face le peuple ivoirien. Parce qu'il faut toujours dire la réalité en politique. C'est le peuple qui commande. Si le peuple ivoirien opte pour une voix et que d'un son de cloche, la majorité de ce peuple opte pour une voix, je pense que cette voix-là, elle sera la meilleure. Que ce soit du côté du président de la République en poste ou de soit du côté du candidat de l'opposition. Donc pour nous, observateurs politiques, on regarde cette scène, mais nous soulignons qu'elle est biaisée. Elle est biaisée dès le départ. Et puis, le jeu politique en Côte d'Ivoire et même au Cameroun ne se joue pas en 2025. Ça s'est joué il y a 3, 4, 5 ans. Le retour du président Laurent Gbagbo, le RDR savait, nous venons, comme il est revenu, sans avoir revendiqué et obtenu ce dont nous avions peur, c'est-à-dire son extrait de casier judiciaire, que nous l'avons au palais présidentiel ou dans nos poches. À partir du moment où il est rentré sans le réclamer et sans l'avoir, je pense que l'élection de 2025, nous avons une figure de proue. Le président, le candidat Alassane Dramane Ouattara peut être élu en toute sincérité. Donc, mais le peuple ivoirien, il faut toujours revenir, le peuple ivoirien a le dernier mot dans cette élection. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Je reviens vers vous une fois de plus, Padi Assangal. Vous, de votre côté, où vous situez-vous au sortir de cette thématique? Écoutez, on ne veut pas inventer la roue. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne va pas, comme j'ai dit, on ne va pas inventer la roue. En Côte d'Ivoire, les gens veulent participer à l'élection, ils sont bloqués. Et au Cameroun, où je suis, les gens ont refusé d'aller aux élections parce qu'ils avaient une certaine assurance venant d'ailleurs. Et les assureurs finissent toujours par trahir. Et en politique, c'est les rapports de force comme mes co-panélistes qui sont intervenus par voie cybernétique et mon cher frère, Maître Momo. Maintenant, qu'est-ce qui se joue? On dit chez nous, dans l'adage anglo-saxon natif camerounais, Ndamba, Nafo, fille.
Ndamba, na sens, kaki, nobi, leda. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo était à La Haye avec Charles Blé Goudé. Quand ils étaient à La Haye, ils ont tout ficelé. Oui, Alors qu'ils n'étaient pas sur le terrain, là où ça se joue. c'est clair. Maintenant, C'est clair. ils sont sur le terrain, le champ de jeu. Allons jouer. C'est ça qu'on appelle le rapport de force. Ils ont su mobiliser les alliés fidèles. Mais quand on parle de trahison, la trahison est dans la politique comme, je ne sais pas, le carburant et dans la voiture. Il y aura toujours trahison. trahison. Comme l'opposition camerounaise a été infiltrée depuis 1992, ils ont été trahis, les gens sont entrés dans le gouvernement, ils sont sortis, ils veulent devenir maintenant les oppositions, et maintenant ils disent qu'ils veulent être président, et tout ça. Ça, c'est des faits de trahison. Chacun peut l'analyser comme il veut. Mais à ce qui concerne nos chers frères et sœurs ivoiriens, je l'ai dit, tenez-vous debout, il y aura des traîtres dans vos rangs, mais on ne gagne pas un combat à 100%, surtout ce qu'on dit à les combats démocratiques à l'occidental. Donc, nous avons besoin de ce 51% qui ne sont pas des traîtres pour gagner. C'est pour ça que même dans les coalitions, tout le monde ne va pas s'entendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a ceux qui disent que non, nous devons avoir le premier ministère parce qu'on a les garanties de la France. Je t'ai dit. Nous voulons le ministère de la Défense parce que la France nous a reçus à l'Élysée. Ils ont dit qu'ils vont nous fournir des armes contre le mine de fer de Mbala. Nous allons avoir le ministère de la Culture parce qu'ils disent qu'ils veulent... on va exporter tous les objets d'art qui viennent de Fumban à la France et à un prix élevé. Et toutes ces négociations-là, c'est ce qui se passe dans l'opposition ivoirienne et aussi dans l'opposition camerounaise. Je fais toujours un parallèle parce que Laurent Gbagbo et son parti politique sont nos alliés. Donc, permettez-moi de le faire. Exactement. Et si les gens disent que je suis hors sujet, permettez-moi d'avoir l'air d'être hors sujet, mais dans le cadre panafricaniste. Et pour vous dire que nos alliés, nos meetings ne se feront pas en France. Même si on nous arrête en France, dès qu'on va sortir, on va se retrouver ici, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et mener le bataille qu'on a mené là. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara est en difficulté. Et c'est bien comme ça. Merci à vous, Padi Assanga, pour cette sortie. On va, avec le concours de la réalisation, prendre une légère respiration avant de revenir sur le plateau pour parler de notre deuxième sujet.